Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on met en lumière une sorte de maladie invisible. Un mal complètement silencieux, mais qui détruit de l'intérieur les plus grandes organisations. J'ai nommé l'inertie systémique, ou le piège du succès passé. C'est un concept vraiment fascinant. On a tous en tête cette image de grands paquebots corporatifs, ces entreprises gigantesques qui dominent leur marché de la tête et des épaules et qui ont l'air absolument invincibles. Et pourtant, quand on creuse un peu les données, on réalise que ce sont très souvent les succès d'hier qui construisent les échecs de demain. C'est une mécanique implacable. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On a tous appris une règle d'or en affaires. Pour gagner, il faut être grand. L'idée reçue, c'est que l'immensité d'une structure, avec toute sa hiérarchie bien huilée, c'est le bouclier ultime contre les imprévus du marché. Sauf que, si on met face à face la taille d'une entreprise et sa réelle capacité de survie, le constat fait un peu froid dans le dos. L'économie mondiale d'aujourd'hui ressemble de plus en plus à un cimetière de géants qui se croyaient littéralement intouchables. L'équation classique a volé en éclats. La taille ne garantit plus du tout la survie. Pire encore, elle peut devenir le talon d'Achille de l'entreprise face au changement. Alors, voici comment on va structurer notre réflexion. On va d'abord explorer le paradoxe de la taille, puis cette fameuse forteresse au pied d'argile. On reviendra ensuite sur la chute incroyable de Nokia, on identifiera ensemble le virus de la complexité, et on finira sur une note essentielle, la nécessité de muter pour survivre. C'est parti! Première étape de notre analyse, le paradoxe de la taille, ou comment des géants se retrouvent totalement tétanisés par leur propre poids à la moindre innovation de rupture. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, la forteresse au pied d'argile. C'est cette fâcheuse tendance des grandes entreprises à se prendre pour des citadelles imprenables sans réaliser qu'elles s'enferment elles-mêmes de l'intérieur. Historiquement, comment ces entreprises construisaient-elles leur défense? Principalement avec 3 éléments. Des armées de brevets, des capitaux colossaux qui se chiffrent en dizaines de milliards de DA et une histoire prestigieuse. Et soyons honnêtes, avant ça marchait très bien pour écraser la concurrence. Mais dans notre économie actuelle qui est ultra agile et interconnectée, ces barrières sont devenues obsolètes. Empiler des milliards de DA en banque, ça ne sert strictement à rien si l'entreprise est trop lente pour les investir au bon moment. Les brevets se font contourner en un clin d'œil par de nouvelles technos et on ne paie pas les défis de demain avec l'histoire d'hier. D'un point de vue psychologique, cette paralysie vient de 3 grandes illusions, et elles sont toxiques. Il y a d'abord la zone de confort, parfaitement résumée par la phrase terrible « on a toujours fait comme ça ». Ensuite, l'illusion de contrôle, cette idée un peu naïve que le marché va gentiment ralentir pour s'adapter à nos processus internes. Et la pire de toutes, l'aveuglement. C'est le fait de confondre la simple croissance avec la santé réelle de l'entreprise. C'est fou, mais on peut tout à fait voir ces chiffres de vente exploser à court terme, tout en devenant structurellement de plus en plus fragiles. Allez, passons au troisième point avec un cas d'école absolument frappant. La chute d'un géant, Nokia. C'est l'exemple parfait de cette inertie systémique en pleine action. S'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre, ce serait celui-là. 40%. En 2007, Nokia contrôlait 40% du marché mondial de la téléphonie mobile. 4 téléphones sur 10 dans le monde portaient leur logo. C'est une domination absolue. C'était vraiment le sommet de la forteresse, juste avant la chute libre. En regardant la chronologie de cette fameuse année 2007, on comprend très vite la mécanique de la catastrophe. Contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'était absolument pas un échec technologique. Les labos de recherche étaient remplis d'ingénieurs brillants qui savaient pertinemment que leur système d'exploitation était dépassé. Alors, où est le problème? Eh bien, une direction extrêmement rigide a tout simplement bloqué l'information. La culture d'entreprise punissait tellement les mauvaises nouvelles qu'une véritable loi du silence s'est installée. Résultat des courses, quand la révolution des écrans tactiles a frappé le marché, le sommet de l'entreprise, sourd et aveugle, a été totalement incapable de réagir. Quatrième point, le virus de la complexité. C'est cette fameuse maladie administrative qui ronge petit à petit l'organisation. Et c'est là que le décalage devient carrément mortel. Pendant que le marché s'emballe et que l'innovation suit une courbe exponentielle, l'organisation reste engluée dans sa propre lourdeur administrative. Cet écart grandissant entre l'hyper-agilité du monde extérieur et la paralysie intérieure, c'est exactement la zone de danger. Quand vos concurrents avancent à la vitesse de la lumière et que vous avancez à la vitesse d'un formulaire en 3 exemplaires, le crash est inévitable. Le sommet de l'absurdité, on l'atteint avec ce genre de métrique. 6 mois et 10 validations pour changer une simple virgule. C'est quand même incroyable. Quand l'argile sèche autour des pieds du géant, la moindre petite adaptation devient un parcours du combattant rythmé par des comités interminables. Toute l'énergie vitale des équipes, qui devrait servir à innover et à chouchouter les clients, est complètement siphonnée par la gestion des processus de validation. Du coup, ça amène à une question philosophique majeure pour toute entreprise. L'organisation est-elle conçue pour prévenir les erreurs ou pour saisir les opportunités? Si tout le système est paranoïaque et obsédé par le zéro risque, il va mécaniquement étouffer toute capacité à bondir sur de nouvelles occasions. En fait, le risque le plus dangereux aujourd'hui, c'est précisément de ne plus oser en prendre un seul.
Ce qui nous conduit à notre 5e et ultime étape, muter pour survivre. L'enjeu n'est plus de construire des forteresses plus hautes, mais de devenir radicalement agile. La conclusion, elle est terrible mais vraie. La stabilité est une pure illusion. Dans un environnement aussi volatile que le nôtre, ce qui ne plie pas finit toujours par casser. C'est du darwinisme appliqué au monde de l'entreprise. Les structures trop dures, trop lourdes finiront inévitablement par s'effondrer sous le poids de la disruption. L'agilité et la mutation, ce ne sont plus juste des mots à la mode pour faire joli dans une présentation, ce sont devenus des instincts de survie basiques. Pour refermer ce décryptage, on peut se poser une dernière question un peu provocatrice. Les tableaux de bord mentent-ils sur la santé de l'entreprise? On a bien vu que l'aveuglement pouvait terrasser des géants. Alors comment être certain que les indicateurs d'aujourd'hui ne cachent pas un désastre en préparation? C'est une question cruciale qu'il faudra creuser dans une prochaine analyse. D'ici là, il n'est peut-être pas inutile de vérifier si nos propres organisations n'ont pas déjà un peu d'argile sous les pieds. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour de nouvelles réflexions.